Je suis Audrey Chemouli, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouli Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Avocat Génération Entrepreneur. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé le business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Ils ont été avec son associé parmi les premiers à radicalement changer le business model, la façon de communiquer, la façon de présenter des offres d'un cabinet d'avocats classique. Comme ils ont pris des risques, leur relation avec l'Ordre des avocats du barreau de Paris n'a pas toujours été une histoire sans histoire. Mais finalement, c'est comme ça qu'on les préfère. Encore aujourd'hui, ils sont parmi les cabinets d'avocats les plus innovants du marché. Et c'est pour cette raison que je suis ravie d'accueillir dans ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur Arnaud Toiti, cofondateur du cabinet Hashtag. Salut. Salut, bonjour à tous. Alors Arnaud, on commence toujours par la même question dans ce podcast. Arnaud, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Qui es-tu ? Non, alors pas vaste, pas deep, tu vois. Genre... Ne t'inquiète pas, je serai court, ce qui est évidemment pas une des qualités premières des avocats, on le sait. Donc, j'ai commencé mes études de droit à la Sorbonne. Ouais. Donc, j'ai fait un master droit des affaires. Ouais. Puis après, je suis allé à Assas. Donc, j'ai fait ce mouvement qui est pas forcément toujours évident. Oui, qui est pas intuitif. Voilà, puisque on sait que les chapelles sont pas toujours les plus aimées l'une de l'autre. Et après, je suis allé à Chicago. J'ai fait un LLM à Chicago. Avec une business school en même temps. Et c'était particulièrement intéressant parce que je suis parti l'année de l'élection de Obama. Ah, canon. Voilà, donc quand tu vois l'écosystème, quand tu peux de près comme de loin participer un petit peu à ta juste proportion à ce qui s'y passe, donc franchement c'était exceptionnel. Canon. Vraiment une année incroyable. Et après, alors à ce moment-là, on l'oublie pas aussi, c'était la crise des subprimes. Mais moi aussi, mais j'ai l'impression qu'on est arrivé en même temps, c'est genre marché du travail, t'es diplômé, tu prêtes serment en 2010 ? Alors moi j'ai prêté serment un peu plus tard, je t'explique. Donc j'ai fait mon LLM entre 2009 et 2010. Après je suis rentré donc j'ai passé mon barreau le barreau de Paris en 2010, CRFPA. CRFPA. Et donc j'ai prêté serment en janvier 2012. Ouais, c'est ça. J'aurais pu prêter serment fin 2011, mais grosso modo, j'ai commencé à ce moment-là. Okay. Et effectivement, en fait, à la base, moi, je voulais travailler aux États-Unis. C'était l'objectif. LLM, ça me paraissait cohérent. Job fair, truc machin. Et finalement, c'est vrai que le marché était très compliqué. Au final, il y a que les hispaniques, notamment ceux d'Amérique du Sud qui travaillent. Parce que les LLM, c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais c'est en général, ce sont des avocats qui sont déjà en poste et qui font le LLM qui est payé par le cabinet. Bien sûr. Et donc, ceux qui ont réussi à trouver un emploi aux États-Unis étaient en réalité travaillés dans des cabinets qui avaient déjà des cabinets partenaires aux États-Unis ou une antenne aux États-Unis. Et donc, finalement, c'est assez logique. Ils se sont retrouvés là-bas après. Exactement. Tandis que moi, on m'a gentiment expliqué que ça allait être compliqué. C'est pas grave. Voilà, exactement. Et donc, je suis rentré en France en 2010. J'ai fait le barreau. Et puis après, j'ai prêté serment en 2012. J'ai commencé par plutôt des cabinets anglo-saxons pendant quelques années, ce qui était... très intéressant et formateur d'un certain point de vue, mais j'avais déjà l'impression de me sentir un petit peu comme un oiseau en cage. J'étais pas dans mon élément à 100%. J'avais des velléités de développement. Et puis bon, voilà, quand on travaille 15 heures par jour, le développement, c'est pas forcément toujours quelque chose de simple. C'est compliqué. Voilà, pas besoin d'expliquer pourquoi. Et donc après, je suis allé dans des plus petites structures. Toujours avec une logique internationale, parce que je voulais continuer à travailler à l'international, etc. Il y avait le LLM et j'avais cette velléité, exactement, cette appétence, tout à fait. Et donc, et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à être beaucoup sollicité par des amis autour de moi qui créaient des boîtes. Donc là, on était en 2013-2014. Donc on commençait. Pas très longtemps après ton. Exact. Finalement, je suis pas resté. Tôt, non, j'ai commencé à avoir la bougeotte 1 an et demi après ma première collab. Putain, donc 1 an et demi, 2 ans où déjà je savais que, même avant, je savais déjà que j'allais pas rester indéfiniment. C'est pas ma trajectoire. Mais je respectais ceux qui l'avaient, bien entendu, mais je savais que c'était pas dans mon ADN, que j'avais envie d'entreprendre. Moi, je trouve ça fou, mais ok, très bien. Non, mais j'ai quand même eu quelques années, tu vois, mais très vite. Il y a eu cette mais tu volonté. savais très vite que c'était... Oui, absolument. Et donc là, j'ai des personnes autour de moi, beaucoup quand même, des dizaines de personnes qui me sollicitent pour des petites choses, créer des boîtes, des packs d'actionnaires, des contrats à droite à gauche.
Et là, je me dis, en fait, c'est mon truc. Moi, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis la définition même du geek par excellence. Et je n'ai pas honte de le dire. Tu vois. Mais faut l'assumer. Non, il faut l'assumer, bien sûr. Mais tu vois, je suis dans les années 80. Quand tu disais que tu étais un geek dans les années 80-90, tu étais vraiment pas sexy. Tu vendais pas du rêve. C'est d'accord ou pas? Tu vendais pas du rêve. Tu étais genre le mec, tu sais, lunettes, la caricature, lunettes, boutons. Alors qu'aujourd'hui, tu peux être potentiellement parmi les mecs sexy, tu vois, mais là, non, effectivement. Sexy, je sais pas, mais on va dire que voilà, ton sex appeal est pas négatif, tu vois. Voilà, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc, dans les années 80-90. T'avais des lunettes ou pas? Comment? Non, mais le reste peut-être. Donc bref, en tout cas, c'est pas forcément le truc dont tu te vantais. Là maintenant, je suis un peu plus tranquille à le dire et puis j'ai pas de honte encore une fois. J'ai toujours adoré ça. Ma mère, quand j'avais 5-6 ans, on avait un grand piano à queue et elle m'a dit il faut impérativement que tu fasses du piano, c'est une tradition familiale, la base, etc. Moi, j'étais pas hyper emballé, pour rien te cacher. Et du coup, il y avait des pubs à l'époque pour Atari, Amstrad, les marques de l'époque d'ordinateurs. Et en gros, le deal, c'était au lieu de pour Noël, bref, pour les fêtes, pour les anniversaires, on me donnait de l'argent, tu sais quoi, achète-moi un ordinateur. Avec mon frère, on a eu notre ordinateur très jeune et on a commencé comme ça et on a bidouillé et on a fait ça toute notre enfance. Mais donc, ça veut dire quoi? Tu fais quoi devant ton ordinateur? Je t'explique. Déjà à l'époque, on jouait aux jeux vidéo, beaucoup. Voilà. Moi, je continue un peu maintenant, mais j'ai moins de temps. Mais tes enfants, mais tes enfants, ils jouent aux jeux vidéo? Non mais bon, ça n'a rien à voir avec le podcast. On peut répondre à la question. Parce que j'ai des gosses qui me tannent et je sais pas quoi faire. Alors, oui, mais beaucoup plus modérément que moi à l'époque. Ouais, c'est ça. Voilà, la réalité, elle est là. Ouais, ok, excuse-moi, on s'est égaré. Non, mais t'as raison, c'est un bon point. Et donc oui, je faisais beaucoup ça. Et puis, pour être honnête, j'ai un frère qui est ingénieur informaticien. Lui, il a toujours adoré ça. Il a commencé à bidouiller des trucs. Enfin, il a développé un Tetris dans un langage de programmation quand il avait 10 ans. Enfin, tu vois, voilà. Ouais. Donc, j'ai baigné là-dedans. Donc, les nouvelles techs, ça me plaisait. J'avais envie de faire ça. Simplement, il fallait que je trouve un peu le moyen de lier le juridique, donc mon métier, avec ce qui me plaît, ma passion des nouvelles techs. Et en fait, ça s'est fait via des sollicitations d'amis, de connaissances autour de moi. Et à un moment, si tu veux, ça sonnait un peu comme une évidence. C'est-à-dire que je me suis dit, je suis très sollicité. C'est peut-être le moment de se poser la question, d'entreprendre, de créer sur un secteur où j'avais clairement l'impression, à tort ou à raison, qu'il n'y avait pas de matching. Enfin, il y avait un matching peut-être, mais il était très limité par rapport à ce que souhaitait cet écosystème-là. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait un vrai décalage entre beaucoup de cabinets d'avocats et les entrepreneurs de la tech, en tout cas. Et donc voilà, donc c'est à ce moment-là où ça a mûri ma réflexion et je me suis dit, il faut qu'on lance quelque chose. Je rappelle que c'est à ce moment-là que les Legal Tech aussi ont commencé à pousser, 2012-2013, Legal Start, Captain Contrat, truc machin. Donc, enfin, c'était quand même ceux qui étaient en avance. Ce que je veux dire, c'est que tu faisais partie de la première vague quand même. Parce que jusqu'à ce que les pauvres béotiens comme moi se rendent compte que ça arrivait, c'était... Non, monsieur, je te assure, c'est pas un problème. Oui, ok, d'accord, très bien. Donc du coup, tu te dis, je lance hashtag, c'est déjà hashtag Alto, qui est Alto. À cette époque-là, c'est Alto Avocat. Alto, exactement. Alto Avocat. Donc ça, c'était en 2000. Alors, on l'a lancé en 2015 de manière officielle, mais on a commencé déjà à travailler un an avant. D'accord. Donc on était 3. Avec mon associé Harry Alouche, qui est toujours avec moi maintenant, et avec Jonas Haddad à l'époque, que tu n'as jamais connu, qui est à la fois un très bon avocat et qui en même temps est politique aussi. Donc il a des fonctions politiques relativement importantes. Voilà. Et puis bon, il y a eu un moment où il a souhaité se concentrer aussi plus sur ses activités politiques, c'est tout à fait légitime. Et du coup, donc on l'a créé à 3, mais on l'a pas, ça s'est pas fait. Si tu veux, on s'est pas dit allez, c'est parti. On a passé beaucoup de temps à itérer, à réfléchir à la manière avec laquelle on allait lancer ce cabinet. Un an, grosso modo, quasiment. Et donc pas du tout en mode start-up quick and dirty, on lance et advienne que pourra. En fait, et Dieu pour tous, quoi. Ouais, alors c'était... Je sais pas si c'était pas dirty, quick. Ça dépend de comment tu vois les choses, parce que finalement, on avait chacun des fonctions à droite à gauche. On savait qu'on allait le créer, mais on voulait pas se précipiter d'une certaine manière. Et ce qu'on s'est dit, on va récolter beaucoup de retours d'entrepreneurs qui sont dans cet écosystème. On était très entourés. Et donc, au final, on allait... à cette époque-là, j'ai dû faire une soirée tous les jours, week-end compris, pendant quasiment 8 mois. Donc, à aller dans toutes les soirées entrepreneuriales, etc. Et ça serait possible de faire ça aujourd'hui encore ?
ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas le fait que beaucoup de choses soient en digital. Ça serait possible de reconstruire hashtag ou Alto, peu importe, exactement de la même façon. Tu t'y prendrais de la même façon aujourd'hui ? En tout cas, quand on a préparé cette émission, je t'ai dit un truc qui était important et j'insiste beaucoup là-dessus. Pour moi, c'est déterminant. Et c'est ce que je dis est valable pour les cabinets d'avocats comme pour n'importe quel business que tu es amené à créer. Souvent, on a tendance à avoir un prisme inversé, c'est-à-dire qu'on a une idée derrière la tête. Toi, demain, tu veux créer un nouveau cabinet, tu sais ce que tu veux, tu as une idée relativement précise de ce que tu veux, sauf que tu ne t'es pas nécessairement posé la question de savoir si tu vas... Si le marché va accueillir ta proposition. S'il y avait un marché pour ton idée, quoi. Exactement, tout à fait. Et du coup, l'idée de partir de manière inversée, avec le risque aussi que si tu prends les avis des gens et qu'à un moment, tu n'arrives pas à faire le tri là-dedans, tu peux te perdre aussi. Oui, tout à fait. Ça peut être, vrai, c'est donc très il faut juste. faire attention là-dessus. Mais on va dire qu'à partir de l'instant où tu as une idée globale sur ce que tu veux faire, mais qu'il te manque certains détails, certains éléments, certaines lignes de conduite sur lesquelles tu vas aller, je pense que le fait de confronter au marché, c'est la meilleure des choses à faire. Et c'est ce qu'on a fait pendant 1 an. Et je pense que tu peux toujours le faire maintenant. Oui, non, bien sûr. Toujours le faire là maintenant. Ça, excuse-moi. Oui. Ma question n'était pas précise. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours le faire maintenant. Oui, bien sûr, mais est-ce que tu t'y prendrais de la même façon? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de soirées d'entrepreneurs qu'il y a 10 ans, tu vois? Est-ce que ça serait aussi facile aujourd'hui? Enfin, c'était pas facile d'ailleurs, parce que sortir tous les soirs... Non, mais je comprends ton point. Mais tu vois? Ouais. Non, je comprends ton point. Je pense que oui. Et je pense qu'il y en a même plus qu'il y en avait à l'époque. Plus que ce qu'il y avait à l'époque. Donc, il y a évidemment du digital, naturellement. Mais si tu veux vraiment trouver des soirées... d'entrepreneurs, tu les trouves. Ok. Et moi, je retiens ce que tu disais, parce que... Donc, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est revenu souvent dans ce podcast, le truc de... Il va casser mon matériel. C'est revenu souvent dans ce podcast qui est... en fait, tu es quand même obligé... Enfin, il faut, ou en tout cas, c'est la meilleure façon de faire, de commencer par écouter ton client pour bâtir ton offre. Et Charlotte disait un truc aussi assez vrai. Et moi, malheureusement, je le vois vraiment... très souvent chez mes clients. Okay. Ils arrivent avec une sorte de produit fini sans avoir écouté ce marché. C'est-à-dire, c'est une fois qu'ils ont fait, vois, leur site internet hyper beau, qu'ils ont bâti leurs offres, etc., qu'ensuite, ils vont interroger le marché. Et ça, le problème, c'est que ça a 2 conséquences. La première, c'est que potentiellement, ça met des tensions entre les associés parce qu'il y en a un qui se rend compte rapidement qu'il y a des décalages et qu'il faut pivoter, l'autre qui veut pas, et la seconde chose, c'est que tu as passé du temps à faire pour rien, et donc en fait tu passes ton temps à essayer d'adapter quelque chose et pas de dire ce qui devrait être fait mais qu'on n'a pas du tout, c'est pas notre instinct de dire ok vas-y je fous tout à la poubelle et je recommence. Alors, je confirme à 100% ce que tu dis. Et d'ailleurs, c'est même valable pour nous en tant qu'avocats parce que souvent, on a des porteurs de projets qui viennent nous voir pour réguler leur activité alors qu'ils se sont déjà lancés. Oui, et quand c'est vrai, c'est juste, bien sûr. Tu as tout à fait raison. C'est vrai, mais tout le temps. C'est en permanence. Bien sûr, on fait comme ça. Parce qu'on se dit, alors, je ne sais pas si c'est la nature humaine ou si c'est leur mode de fonctionnement, mais ils se disent, j'avance et puis le juridique, fiscal, & co, je verrai après. En fait, il faut le faire au départ. Bref, faire retirer la parenthèse. Mais pour ça, oui, tu as 100% raison. Et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, alors maintenant c'est hyper courant, mais il y avait une énorme réflexion à l'époque pour nous de la manière avec laquelle on présentait notre site internet. Je te prends un exemple. Carrément. C'est beaucoup moins le cas maintenant parce que les choses ont beaucoup évolué, mais à l'époque, allez, on va dire 90% des sites internet, en tout cas que moi j'avais vu, c'était bonjour, je m'appelle Audrey Chemouli, je fais du droit des sociétés, droit du travail, etc. Donc tu présentais tes activités, mais tu ne te plaçais pas du côté client. C'est-à-dire que tu étais de ton côté à toi, du côté avocat, de ton prisme à toi. Et donc, notre réflexion à nous, c'était de nous dire, parce qu'on avait les retours en fait, des entrepreneurs qui nous disaient, mais en fait, le fait que tu fasses du droit du travail, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu vas régler mon problème. C'est-à-dire, tiens... moi, je ne suis pas un avocat qui fait droit du travail. Je suis un avocat qui peut t'aider à construire ta relation contractuelle avec ton salarié. Je suis quelqu'un qui peut t'aider. Si tu as un problème avec un salarié et que tu dois le licencier, comment tu fais? Tu vois, c'est-à-dire que le prisme changeait. Oui, bien sûr. Non, mais c'est tout à fait... Alors maintenant, ça paraît être une banalité sans nom, tu vois. Mais à l'époque, ça l'était moins déjà. Tu as raison. Il y a 15 ans. Tu as raison. Ça paraît... Je pense que tout le monde... qui va nous écouter là va se dire mais oui mais bien sûr il a raison mais ok d'accord les gars mais est-ce que tu peux regarder les sites internet des cabinets d'avocats parce que moi je peux te dire j'en fais toute la journée des cabinets d'avocats toute la journée il y en a pas
un que je vois qui n'a pas droit du travail, droit de la construction, droit des sociétés, droit bancaire. Alors après, à leur décharge, t'as raison. Après, à leur décharge, ça dépend le public. C'est-à-dire que tu as notamment des gros cabinets d'avocats, ils vont avoir des sites qui vont être plus comme ça parce que déjà, leurs clients, alors, ils peuvent venir sur leur site, mais c'est plus un site vitrine pour dire, OK, tel associé travaille dans tel domaine, etc. Quand tu es dans une logique entrepreneuriale et où finalement tu vas te servir, on va en parler d'ailleurs, référence Moenco, mais tu vas te servir de ton site comme un levier de croissance, à ce moment-là, il faut que tu t'adresses aux personnes qui vont venir sur le site pour les convaincre aussi de travailler avec toi. Je ne suis pas certain qu'Augustin Debouzy ait besoin de convaincre sur Internet ses clients de venir bosser avec bien sûr. Peut-être un peu quand même, mais bon. Mais peut-être je pense qu'ils n'ont pas trop besoin, moins que nous, pauvres pêcheurs. Ils sont suffisamment renommés pour que ça vienne. Du coup, c'était les débuts de donc Alto. Oui. Absolument. Et après, on a eu un switch. On a souhaité rebrander le cabinet, comme disent les anglo-saxons. J'espère qu'on ne m'en voudra pas de cet anglicisme. Non, a priori, non. Bon, pas ici. Ok, bon, très bien. Donc, c'était quoi, en 2018, je crois. On a accueilli de nouvelles personnes dans les équipes et on a souhaité aussi changer, effectivement, rebrander le cabinet, changer de nom et puis aussi rajouter certains points que je vais évoquer. Et c'est à ce moment-là, puisque tu l'évoquais dans ta présentation, qu'effectivement... on a pu avoir quelques petites difficultés sur le naming, sur le nom #avocat, où effectivement on pouvait considérer qu'on s'appropriait d'une certaine façon le hashtag, exactement, sachant que notre nom de cabinet c'est hashtag en toutes lettres, c'est pas c'est pas le logo, le sigle, tu vois, et que donc à partir de là, c'était un nom fantaisiste quand même. Hein. Et ben alors, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que. Je suis d'accord, mais on a eu les réactions c'était blanc ou noir. Il n'y avait pas de gris. C'est-à-dire que tu en avais qui nous disaient ah ouais, j'aime bien vraiment et tout, j'y pense et tout. Et puis il y en a d'autres qui détestent. Mais au moins. Non, mais on s'en fout que tu détestes ou que tu aimes. C'est la définition, c'est tu as le droit en droit. Ah, je pensais que tu parlais du nom et tu disais ouais, c'est quand même un peu fantaisiste, t'aurais pu choisir autre chose. Ah non, mais ce que je veux dire, ça répond à la définition légale du fait qu'on a le droit d'utiliser un mot fantaisiste. C'est ce que je pensais. Bon bref, on a eu des discussions effectivement qui étaient pas bon, après c'était l'époque, mais c'est pas, mais après très bien, dont acte, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 mois, on a discuté, on a trouvé un deal, ça s'arrête là, tout va bien. Il n'y a pas eu mort d'homme, c'était pas grave. C'est vrai que sur le moment, c'était pas hyper agréable. C'était pas hyper agréable, c'est ça. Et puis après, on a lancé le truc. Et c'est vrai qu'on s'est... alors, on n'avait pas l'IA à ce moment-là à l'esprit, Audrey, on ne l'avait pas, mais on était déjà dans l'idée de se dire que notre métier était en train de changer considérablement et qu'il fallait avoir... comment te dire ? C'est-à-dire que moi, je vais passer facile 20% de mon temps, si ce n'est pas plus, à mettre en relation mes clients avec le réseau que j'ai autour de moi. Ça veut dire quoi ? Imaginons, toi, tu es entrepreneuse, tu viens me voir. Donc, je vais t'accompagner juridiquement, qui va être normalement la raison principale pour laquelle tu vas venir me voir au départ. Sauf que, en discutant, je vais me rendre compte que, tiens, tu cherches un expert comptable. Tiens, sur ta communication, tu aurais besoin d'une agence ou d'un freelance pour t'aider. Tiens, tu aurais besoin d'un développeur informatique pour ton site ou pour ton appli. Tiens, etc., etc. Et donc, tu as construit une galaxie, c'est ça ce que en fait, si tu veux, pour moi, l'avocat, quand j'étais aux États-Unis, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'avocat aux États-Unis, c'est l'expert comptable en France. C'est-à-dire que, et c'est un vrai problème pour moi, même si je respecte évidemment les experts comptables et ils ont une grande valeur ajoutée, ils apportent beaucoup, simplement ce côté copilote business, bien sûr, c'est plutôt, je pense que factuellement, on peut le dire, bien sûr, en droit des c'est sociétés, plus les experts comptables qui vont occuper ce poste-là que les avocats, alors que je pense que de manière complémentaire. Il ne s'agit pas de faire une guéguerre, pas du tout. On parlera de la pluriprofessionnalité. Je pense qu'il y a des milliers de trucs à faire qui n'ont pas été faits. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a cet atout-là qui est en fait, je dirais que l'avocat, il est un peu au centre de plein de choses. En tout cas, il devrait l'être. Et qu'il ne l'est pas forcément toujours. C'est-à-dire que le nombre d'entrepreneurs qu'on avait qui nous disaient « Ouais, moi, je vais voir mon avocat. Bon, ok, il me fait tarif à l'heure, il m'envoie la facture. Dès que je lui demande un autre truc, il ne sait pas, il n'a pas envie, il n'a pas le temps, et trucs et machin. » Donc, nous, on a voulu véritablement être un peu plaque tournante, modestement, mais plaque tournante dès qu'on avait des besoins, dès que le client avait des besoins, de pouvoir le mettre en relation avec cet écosystème-là. Et ça... C'est quelque chose que tu valorises ? Ah oui. Tu veux dire financièrement ? Ouais. Non, je ne le valorise pas financièrement, mais ça fait en sorte que les gens demain, sont contents. Je me retrouve avec un client qui pourrait avoir des velléités de travailler avec d'autres, ce qui lui est parfaitement son droit, il pourra toujours se dire « Ouais, mais en fait, j'ai cet avantage que peut-être j'ai moins ou je n'ai pas avec d'autres. » Avec d'autres. Exactement. Okay. Et je vais te donner un exemple.
il y a beaucoup de clients, un certain nombre, qui ont... Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que ces partenaires, ce qu'on a fait avec Harry, surtout avec Jonas et avec Giovanna aussi, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié aussi avec ces partenaires des conditions préférentielles. Et donc lorsque les clients vont chez ces partenaires, il leur arrive régulièrement d'économiser plus que ce que leur coûte la prestation juridique. D'accord. Et donc au final, l'un dans l'autre, si tu veux, ils sont contents. Bah ouais. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et comment ils arrivent chez vous, du coup, les clients ? Est-ce que ça, c'est un vecteur d'attraction de la clientèle ? Alors, il y a plein de manières d'arriver. Bon, évidemment, il y a le lieu commun classique, la banalité la plus totale, la recommandation de clients. Sûr. Bon, ok, ça c'est là. Je pense d'ailleurs que j'aurais tendance à dire que c'est ce qui est. Mais c'est chez vous le plus important, non, par exemple ? Non, ouais. C'est important, mais c'est pas le plus important. Je vais y venir. Mais c'est comme il y en a quand même. Enfin, il y a pas mal de clients qui te recommandent parce que bon, voilà, ça c'est extrêmement classique. Voilà. Après, il y a le site internet. Alors nous, on ne fait pas c'est volontaire, on ne fait pas de référencement payant. D'accord. On en a fait à un moment. Et finalement, je suis assez mesuré sur la chose, mais ça c'est un avis personnel. On peut débattre. Pourquoi ? J'ai parlé avec beaucoup de confrères, certains sont très contents, d'autres pas du tout, etc. Parce que en fait Google, c'est pas un secret, hein, mais a tendance à augmenter ses prix de manière extrêmement régulière, et que du coup les ROI sont pas forcément en adéquation puisqu'ils baissent systématiquement, voilà. Et par ailleurs, j'ai pas toujours été bluffé par la qualité des personnes qui venaient par ce canal-là. Voilà. Okay. C'est un avis perso. Ouais, mais donc c'est intéressant. Donc en fait, les référencements payants, vous en êtes revenu, vous avez testé et puis finalement... On l'a fait pendant un certain temps. Je trouve que ça coûte assez cher et je suis pas hyper... Enfin, je dirais qu'il y en a qui me disent... Ouais, en fait, parce qu'il y a aussi une problématique, souvent, je trouve, dans les cabinets d'avocats, c'est qu'on fait pas forcément un calcul de ROI. C'est-à-dire, on va pas regarder ce que ça... C'est-à-dire que moi, j'en vois beaucoup qui disent « Ouais, mais le référencement, c'est génial. Regarde, j'ai 15 leads par mois. C'est magnifique. » Je lui dis « Ok, mais sur tes 15 leads, t'as combien de clients ?»« Ouais, c'est vrai, j'en ai peut-être un ou deux et tout. D'accord. Et c'est quoi le panier moyen de tes clients ?»« Ouais, c'est vrai que... » Donc, en fait, t'es en train de me dire que tu payes 2 000 € par mois de référencement payant et que ça t'apporte 4. Ouais, c'est vrai, mais du coup, les clients, oui, mais c'est déjà 2 fois plus. Je suis d'accord, mais c'est pas 4 000 € dans ta poche tout de suite. Il faut que les équipes travaillent sur tes dossiers. Donc, on fait, c'est quoi ta rentabilité ? Ah ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas si intéressant que ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, voilà. Donc, moi, j'y suis revenu. Mais encore une fois, je sais qu'il y en a qui sont très satisfaits. Après, je pense aussi ça dépend un peu de Enfin, en tous les cas, moi, ceux que j'ai vu faire ce référencement payant, c'était beaucoup de dossiers de masse. Et donc, ces gens avaient besoin de ça et ça marchait. Et pour le coup, c'était des gens qui avaient calculé un ROI. Mais tu vois, c'était sur des trucs très particuliers, sur des niches, un peu de masse, etc. Bon, en tout cas, moi, je ne veux pas donner un avis général par rapport à mon expérience. En tout cas, moi, je n'ai pas été... à ce stade, bluffé par et en tout cas, ce que je recommande, c'est de vraiment avoir une stratégie de ROI, c'est-à-dire aller regarder de manière précise ce que ça rapporte et pas se dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai plein de leads, ça a l'air très bien. » Oui, mais ce qui compte, c'est pas les leads, ce qui compte, c'est la capacité de transformation, le panier moyen, etc. Ok. Par contre, le référencement... alors, je veux dire, c'est pas gratuit parce qu'il faut que tu payes quelqu'un pour faire tout ça, etc. Mais le SEO, pas le SEA, donc voilà, ça... En revanche, je trouve que c'est très important. C'est très important. Je pense que d'être bien positionné sur Google maintenant et demain sur les moteurs de recherche d'IA, sur le moteur de recherche d'OpenAI ou sur d'autres moteurs de recherche. Comment tu peux être positionné En fait, tu peux commencer à partir de l'instant où tu es bien référencé sur Google, comme il aspire aussi ce qu'il y a sur Internet, par définition, il peut être amené. Alors, j'ai eu un client qui m'a dit ça, je suis un peu sceptique là-dessus, mais il y a quelques mois, il m'a dit en fait, je vais demander un cabinet d'avocats sur OpenAI et vous êtes ressorti. J'y crois assez moyennement, pour être honnête. J'y crois pas trop. Mais peut-être que ça arrivera en tous les cas. Demain, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Ok, et les clients chez vous, ils arrivent comment du coup ? Donc, ils arrivent par ce biais-là. Assez modestement, enfin on en a quand même pas mal, mais c'est pas, voilà. Et puis après, pour le reste, ça va être les partenaires avec lesquels on travaille, puisque par définition on leur envoie, donc ils nous renvoient évidemment, et la communication. Que soit la communication sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, qui est un axe sur lequel je travaille beaucoup depuis longtemps. Et donc oui, ça vient beaucoup là-dessus. Je dois avoir, je sais pas, facilement, je pense, entre 20 et 30 personnes qui me contactent toutes les semaines, tu vois. 20 ou 30 personnes qui te contactent toutes les semaines pour des dossiers ? Pour des demandes, pour des dossiers, pour des besoins, etc. Alors après, ça ne veut pas dire que ça se convertit systématiquement. J'étais trop contente, j'avais au moins 1 ou 2 demandes par semaine, 20 ou 30, j'ai envie de me pendre. Ok, très bien. Et donc ça veut dire que toi, en tout cas, une grosse partie de tes clients viennent de LinkedIn.
C'est ça. Enfin, une partie significative. Ouais, exactement, significative. Significative. C'est pas majoritaire, mais c'est quand même, il y en a quand même pas mal. On peut dire qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire il y a un autre canal d'acquisition majoritaire ou c'est c'est une addition de plein d'autres choses. C'est une addition de plein de choses, mais je pense qu'effectivement LinkedIn est bien placé. Après, demain, moi j'ai une strate de développement, tout ce qui est newsletter, tout ce qui est vidéo, où ça aussi, je pense que ça va s'agréger de manière globale. Mais LinkedIn, tu as raison, mais LinkedIn est quand même une source importante. Même si c'est pas direct, c'est-à-dire que ça peut être, tu sais, c'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent te voir sur LinkedIn et qui vont pas te contacter directement, mais par contre ils vont parler de toi à une personne qui va te contacter par mail, et donc ça vient de manière indirecte de la part de LinkedIn. Donc si on doit prendre le direct et l'indirect, oui, c'est significatif. Ouais. Alors c'est vrai que moi ça m'arrive très souvent. Je vous appelle de la part de Maître Bidule. Et donc, en fait, je ne sais pas du tout qui est Maître Bidule. Je ne lui ai jamais parlé. C'est juste qu'il t'a vu sur Internet. Oui, mais c'est donc sur les réseaux. Mais donc, du coup, si tu veux, eux, ils ont l'impression que ça crée une sorte de connivence. Je ne sais pas qui c'est ça, exactement. Et donc, à chaque fois, je souris un peu bêtement. Je leur dis, ah oui, c'est sympa. Je vous remercierai Maître Bidule. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, ça m'est arrivé. Et d'ailleurs, des confrères aussi, qui, parce que je peux être dans des sujets qui peuvent être IA, blockchain, qui peuvent être considérés comme un peu niche, et qu'il y a des confrères qui ont parfois des dossiers qui leur arrivent dans ces domaines-là, et qui ne savent pas nécessairement comment les traiter, qui veulent les co-traiter ou qui veulent les sous-traiter ou qui simplement veulent m'envoyer le prospect. Et je peux avoir des gens spontanément ou des confrères qui vont me recommander sur certains sujets qui ne sont pas nécessairement les leurs. Et après, ça crée de la synergie, je leur envoie des dossiers de mon côté. Et donc, comment est-ce que tu travailles ta stratégie de communication sur LinkedIn ? Déjà, je suis accompagné. Ah, intéressant, carrément. Je suis accompagné. Et d'ailleurs, c'est aussi un vrai sujet, ça, je pense qu'il faut en parler, c'est important. Parce qu'il y a ce côté, je trouve, chez les avocats ou dans les professions réglementées, qui est un peu de dire, si tu fais de la com, c'est que tu bosses pas, en fait. Ça, c'est un truc que j'entends. C'est un truc que j'entends, tu vois, pas dire régulièrement, mais ça peut m'arriver d'entendre ce genre de choses, etc. Donc, en fait, il faut se faire accompagner, quoi. C'est-à-dire que ça part pas tout seul. Et évidemment, ça demande du temps. Moi, ça me demande, grosso modo, je dois y passer 3-4 heures par week-end. À peu près. Ouais, moi aussi, je pense. Voilà, à peu près ça. Par semaine, parce que moi, je fais pas le week-end. Mais moi, je bosse le week-end là-dessus, tu vois. Le reste du temps, je bosse tout le reste. Et donc, en fait, oui, c'est sûr que ça demande du travail, mais après, il y a une équipe derrière qui gère plein de choses. Et donc, au final, c'est pas, tu passes pas 10 heures par jour à le faire. Donc, du coup, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui te coach ou il y a... En fait, ils peuvent t'accompagner dans la rédaction des posts, ils peuvent t'accompagner dans les vidéos. Là, par exemple, je suis en train de faire des vidéos, ils vont t'accompagner dans les vidéos. Pourquoi est-ce que tu décides de faire des vidéos ? J'ai l'impression que tout le monde se met à faire des vidéos, moi y compris d'ailleurs. Ouais, tu fais bien. Parce que je pense qu'il y a des messages qui passent mieux en vidéo qu'à l'écrit. Voilà. En fait, tu t'adresses à un public différent. Demain, tu vas sur TikTok. Ouais, mais ta gueule, elle est quand même hyper importante quand tu es en vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, moi, ma mère, elle m'a dit... Donc, j'ai sorti ma première vidéo TikTok, donc 900 vues, une catastrophe. Attends, je t'arrête 2 secondes. Ouais. Les vues, on s'en fout. T'as pas besoin de faire 1 million de vues. Et je préfère le dire aussi à ceux qui nous écoutent. On n'est pas là pour... Ça fait un peu chier quand même, non ? Déjà 900 personnes, je trouve que c'est beaucoup. Attends, mais juste une question. Arrêtons. Un arrêt sur image 2 secondes, d'accord ? Arrêtons sur image. À quel moment dans ta vie de tous les jours tu sors ? Non, j'ai 900 personnes qui me parlent. Et t'as 900 personnes qui s'arrêtent dans la rue et qui te regardent pour t'écouter. Explique-moi. Non, mais il y a un moment, il faut qu'on remette les choses dans les proportions. T'es d'accord ? C'est vrai, t'as raison. Et on a cette... Merci. T'as raison. Alors déjà de 1. Mais sur ma vidéo Instagram, j'avais 1300 vues, je me sentais mieux quand même. Mais c'était toujours un peu ridicule dans ma tête. Mais tu vois dans quelle société on vit ? C'est-à-dire qu'on vit dans une société où, ok, il y a des influenceurs, des influenceuses, chacun jugera la pertinence du truc, qui font des millions de vues sur des trucs qui ne te paraissent pas être intellectuellement ultra enrichissants, tu vois, on va dire ça comme ça, mais qui peuvent être sympas à voir. Tu serais pas un peu avocat, toi, non ? Ouais, il paraît, mais qui peuvent être sympas à voir. C'est pas une critique, tu vois, ce que je veux dire et tout. Et bon, est-ce que toi, par exemple, tu te dis demain, je vais faire une vidéo sur l'optimisation fiscale des SCI pour les avocats ? Non, mais d'accord, et je vais faire 3 millions de vues. Qui pense ça ? Et puis, d'accord, ok, excuse-moi, d'accord, peut-être tu t'es raté ta vocation. T'as peut-être raté ta vocation, faut changer de métier dans ce cas-là, mais j'ai plein de gens à te présenter. Je vais reprendre ma vidéo TikTok, je vais me sentir beaucoup mieux. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça c'est un avis perso, et encore une fois, chacun aura son avis sur la question, mais moi en tout cas, si je fais des vidéos, mon objectif, c'est certainement pas de faire un nombre de vues. Enfin, je préfère faire 200 vues et avoir
100 clients. Oui, bien sûr. Oui, mais tu dis bien sûr, mais je peux t'assurer qu'il y en a, tu parles avec eux, effectivement, c'est oh là là, je fais pas tel nombre de vues, ou même sur les posts LinkedIn, c'est pas le nombre de likes, on s'en fout de ça, ça n'a aucune valeur. Enfin, ça fait plaisir à l'ego, mais ça sert à rien. Ce qui compte derrière, en tout cas dans ma perception, c'est la capacité à utiliser ces réseaux-là pour convertir. Moi, je parlais avec un avocat, je vais pas le citer, qui est hyper bien sur TikTok, qui est incroyable, qui fait des trucs extraordinaires. Et lui, en fait, il adorait aller dans les restos et qu'on l'alpague pour lui dire je t'ai vu, etc. Moi, c'est un truc, ça me fait peur, ça. Surtout pas. Ouais, tu vois ce que je veux dire mais surtout pas. Je veux ça m'intéresse pas. Oui, j'ai rien dit. C'est toi qui as dit, c'est pas moi. Non, mais il y en a qu'un seul qui est sur TikTok. Je n'ai rien dit. Mais voilà, donc et pourquoi pas. Et c'est pas une. Voilà, non, mais chacun sa personnalité. Mais bien sûr. Chacun sa personnalité. Voilà, tu devrais. Carrément. Franchement, il est génial et le succès est incroyable. C'est voilà. Moi, je le trouve phénoménal pour plein de niveaux. Mais en plus, il est vraiment. Enfin, je veux dire, il y a même pas d'effet, c'est-à-dire que c'est pas comme si non, puis il a tout, il a la classe, il a le bon, bref, tout est là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça, moi perso, c'est pas ton truc. Je cherche pas, c'est pas ça qui m'anime, quoi. Voilà. Donc le fait que tu fasses 900, encore une fois, mets-toi là, va l'Alma, vas-y, très bien, fous-toi là, fais un sit-in, commence à parler avec un micro. S'il y a 900 personnes qui te regardent parler de l'optimisation des SCI pour les avocats, franchement, c'est fort, c'est très fort. Voilà mon point. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ok, donc du coup, les vidéos... Non, mais par contre, ce sur quoi je voulais revenir, au-delà de ma blessure égotique... Ah oui, non, c'était... Je voulais revenir sur... Donc, pas ma blessure égotique, mais sur le fait que... Et vraiment, ça a été trop sympa parce que j'ai reçu des petits messages trop mignons de plein de gens. Mais le premier truc qu'ils te disent, c'est « Putain, t'étais vachement belle. » Mais ah oui, là, tu te dis, mais j'en ai rien à faire. Ouais, mais alors, bon, effectivement, tu vois, je dis pas, c'est pas... Ce que je veux te dire, c'est que je me suis rendu compte que la vidéo, c'était quand même un truc. Et par exemple, le fait que le podcast maintenant soit en vidéo, tu vois, par exemple, quand je lis mon intro, je suis beaucoup plus... Enfin, là, je l'oublie, mais parfois, j'y refais. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu... c'est pas easy pour moi, la vidéo. Tu vois, c'est pas facile. Alors, je pense que c'est easy pour personne. En vrai, sauf peut-être pour Alain Delon à l'époque, parce qu'il avait, voilà, mais il était extraordinairement beau. Voilà, donc il y a un moment, il faut remettre les choses dans le contexte. Et puis je pense qu'il n'hésitait pas à se le dire à lui-même aussi, histoire de bien être sûr du truc. Non, je pense qu'on est tous dans cette logique-là. En revanche, on va pas se mentir aussi. Le fait que ce soit dans la vie de tous les jours, etc. Le fait, et c'est pas tant une beauté, parce que ça c'est subjectif, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est plutôt le fait d'être avenant, le fait d'être ouvert, le fait d'être souriant, etc. Ça te permet aussi de faire passer beaucoup plus facilement ton message. Oui, et donc toi, tu passes très bien à la caméra, tu souris, t'es agréable, donc forcément ton message passe mieux. C'est j'ai envie de dire tant mieux. Et il y a des messages, moi je me rends compte, à l'écrit ça saoule les gens. À l'écrit ça saoule les gens. Parfois. Enfin, ça saoule pas tous les... Oui, ça mais parfois, il y a des messages en vidéo, tu vois, tu peux les passer beaucoup plus facilement, peut-être plus simplement parfois, plus straight to the point, et encore en anglais, il faut que j'arrête, et ça marche bien. Voilà. Ok. Donc on a dit plein de choses, mais on n'a toujours pas été jusqu'à ce que hashtag est aujourd'hui, tu vois. Ouais, tout à fait. T'as raison. Donné. Alors qu'est-ce que hashtag aujourd'hui ? Hashtag, donc c'est un cabinet avec on est un peu moins d'une quinzaine de personnes, entre l'administratif, la com, etc. Machin. On est toujours structuré comme on l'a été depuis 2015 d'une certaine manière, mais on a évolué aussi dans notre approche. C'est-à-dire que effectivement, je parlais de pluridisciplinarité, professionnalité, voilà. On essaye en fait de développer énormément de synergies professionnelles, notamment avec la partie expertise comptable. Je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes à faire là-dessus. Les structures pluriprofessionnelles, il n'y en a pas beaucoup finalement. Il y en a très peu. Et je pense que on a encore été interrogé cette semaine par le gouvernement sur pourquoi est-ce que ça ne marche pas. C'est invraisemblable pour moi parce que ce côté un peu, tu sais, one-stop shop du droit et du chiffre pour les entrepreneurs, parce qu'il y a des vraies synergies à mettre en place. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Ça fait partie des sujets sur lesquels on est en réflexion parce qu'on veut effectivement développer des choses par rapport à ça. On veut essayer de prendre des leviers de croissance qui nous semblent indispensables pour continuer à grandir, quoi. Et tu me disais dans la préparation, et là à nouveau tu l'as répété, c'est-à-dire que tu disais que tu étais très geek. Oui.
Et donc, j'imagine... 100%. Et j'imagine que, donc, on va dire le numérique, pour être sobre, prend beaucoup de place au sein du cabinet. Énormément. Et donc, comment... Tu peux m'expliquer ? Ouais, c'est un bon point, ça. Bon, déjà, je suis un fan d'IA. Donc, j'adore ça depuis très longtemps. Mais vraiment, tu utilises quoi ? Mais tout. Mais tout. Mais genre quoi ? Tout. Mais tout. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas une heure où je ne vais pas utiliser soit GPT, soit Claude, soit Gamma pour des présentations, soit Napkin pour faire du legal design, mais tout, en fait, en permanence. Et donc, alors, pour parler des deux trucs, disons, qui sont plus fréquents, utilisation plus fréquente dans nos métiers, je veux dire, présentation mise à part, GPT et Claude, toi, tu l'utilises l'un ou l'autre, enfin, je veux dire, tu as des... Ou Mistral, d'ailleurs. Ou Mistral. Vive la France. Ouais, ou Mistral, France, évidemment. Mais en fait, c'est... Pour des utilisations, c'est des utilisations différentes. Tu les compares, tu fais quoi ? Ouais, exactement. Je vais les comparer en fonction des... Je sais qu'il y a des sujets sur lesquels je trouve qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc, genre, par exemple, Claude, pour analyser les documents, je trouve qu'il est hyper bon. C'est un exemple. Non, mais c'est un super bon exemple. Même si GPT est très bon aussi, il n'y a pas de sujet. Et Mistral également. Mais voilà, par exemple, je trouve que Claude est très bon là-dessus. Donc, je vais les utiliser pour, effectivement, auditer des documents en anonymisant systématiquement. D'ailleurs, je prends beaucoup de temps, beaucoup de temps à tout anonymiser. C'est ça, effectivement, c'est un vrai pain point, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, auditer des documents, comparer des documents, synthétiser des documents. Moi, il n'y a pas un call que je fais où j'ai pas une IA, alors pour peu que l'interlocuteur accepte, évidemment, qui va enregistrer et qui va me faire une synthèse après, qui va être transmise à toutes mes équipes. Moi, j'utilise Nota. Ouais, voilà, très bien. Qui est génial, qui est bien. Très bien, française, c'est propre, tu vois. RGPD compliant, patati patata. Et en fait, c'est tout le temps. Et donc, comment est-ce que c'est une culture que tu essaies de infuser dans le cabinet ? Complètement. Et comment tu fais pour que tes équipes, tu vois, prennent le pli et tout ? C'est quoi la dynamique en fait, la dynamique, c'est ça va être à tous les niveaux. C'est-à-dire à la fois pour tout ce qui est base de données, utiliser des chatbots juridiques, etc. pour pouvoir gagner du temps. On en a parlé. Ça veut dire derrière l'utiliser au quotidien. En fait, c'est simple. Quand tu leur montres et tu leur dis, regardez, vous avez... Je te prends un exemple. Il y a je trouve un pain point assez récurrent quand on a pas mal de prospects, par exemple, dans un cabinet. C'est ils t'envoient leurs documents, ils t'envoient leur situation et en fait, c'est du pro bono à ce moment-là, puisque tu ne sais pas derrière si ce sera des clients, si ça deviendra des clients. Et donc, tu dois tout analyser. Ça peut te faire perdre, effectivement, beaucoup de temps. Donc, évidemment, il y a un temps d'anonymisation, mais à partir de l'instant où on a les outils qu'on arrive à anonymiser, derrière, si tu demandes à une IA, voilà le résumé qui m'a été envoyé en anonymisant encore une fois avec les documents et tu lui demandes d'ores et déjà de te dire quel est le besoin du client, comment tu pourrais l'aider, etc. En fait, tu gagnes énormément de temps. Et ça, c'est valable sur énormément de sujets. Vous avez entraîné ChatGPT sur des trucs ? Alors, on a fait ce qu'on appelle des GPT, dédiés par matière. Donc moi, je fais beaucoup d'IA et de blockchain. Je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait avec Mathieu Bouillon pour savoir comment est-ce qu'on crée des GPT. Donc on va pas... Très Mathieu, il maîtrise très bien son sujet, donc je pense que c'est un bon exemple. Et donc du coup, pour l'utilisation que vous avez faite... Ouais, et donc du coup, on a fait des GPT, on a développé des GPT. Développer, c'est un grand mot, mais bref, on a préparé des GPT qui étaient entraînés sur des verticales bien précises. D'accord. On lui a donné à manger et après on l'a entraîné sur ces verticales-là. Donc, par exemple, nous on fait beaucoup. Ouais, bien sûr. On fait beaucoup de blockchain. On le sait. Ça fait 10 ans qu'on fait énormément de blockchain, énormément d'IA, mais sur la blockchain, il y a une réglementation qui est. Je sais pas, il n'y a même pas de mots pour décrire la quantité de réglementation qu'il y a dans cette matière. C'est un truc de malade. Quand tu te réveilles, tous les matins, il se passe un truc. Donc, il y a un moment, moi, c'est véridique. Il y a 2 ans, donc avant OpenAI, donc en ça, je remercie Sam Altman tous les matins quand je me réveille. Tous les week-ends, je passais au moins 4 à 5 heures de temps à faire de la veille réglementaire, à lire tout ce qui se faisait sur les sujets et tout. Tu peux pas, à un moment, tu peux pas inventer. Tu peux pas inventer. Et maintenant, en fait, j'ai divisé le temps par 2. C'est-à-dire que, en gros, t'as plus qu'à lire. C'est-à-dire que, en fait, ce que je fais, c'est que quand tu as un doc qui fait 300 pages, par exemple, de telle autorité réglementaire, de l'ESMA, par exemple, etc., ou un doc qui fait 150 pages, avant, il faut que tu te farcisses. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tu vas pas lire le titre, la conclusion, tu es obligé de... Ça y est comme les enfants. Ouais, exactement. Ça y est, j'ai terminé. Ok, exactement. Mon fils il est capable de dire ce genre de choses. Donc, tu peux pas faire ça. Donc, du coup, maintenant, je le donne à l'IA. Elle sait ce que j'attends en termes de synthèse. C'est pas une synthèse qui fait une page, c'est un truc quand même développé. Mais au lieu de 150, ça devient 20 ou 15. C'est quand même mieux. T'imagines le temps que je gagne.
C'est fou. Donc, ça a énormément d'impact pour moi. Et ça, pour faire ça, donc tu utilises Claude, c'est ça? Alors, j'utilise Claude, j'utilise GPT, j'utilise effectivement Mistral. Après, il y a un outil aussi qu'on utilise beaucoup qui s'appelle Gamma. Moi, j'utilise beaucoup. Donc, Gamma, en fait, en gros, c'est ce qui va te permettre de faire des présentations donc, que tu lui donnes à manger. Et derrière, sur la base des éléments que tu vas lui donner, il va pouvoir te fournir, te générer des presses qui sont extrêmement bien faites. Qui sont, alors, évidemment, ça ne vaudra pas quand tu as des grands cabinets d'avocats qui ont des services dédiés à faire des presses ultra. Enfin, ça ne remplacera pas, évidemment, des services qui sont dédiés là-dessus. Mais ça permet d'avoir un niveau qualitatif qui est important et de te faire gagner quand même beaucoup de temps. Donc, il y a ça, il y a Napkin aussi. Moi qui suis très friand de tout ce qui est legal design, même si je trouve que c'est difficile d'avoir le temps nécessairement. Enfin, il y a des cabinets, je parlerai de Alexandra évidemment, qui dédient carrément le legal design. Voilà, mais quand tu le fais pas, quand tu n'as pas d'équipe pour ça, quand tu n'as pas de designer en interne, il y a un moment. Moi, c'est un vrai problème parce que pour le coup, j'y crois énormément et je présente toujours mes pactes. De la même façon. Tu sais quoi, regarde, à la fin de cette interview, chiche, je t'envoie le lien de napkin.ai, tu mettras ta dernière consulte, ton dernier truc, voilà, et tu verras ce qui va te faire comme schéma et tu vas comprendre ce que je veux dire. Voilà. Et c'est un gros game changer, vraiment. C'est un gros game changer. Et il y a plein d'outils comme ça. Alors, pour être complètement transparent, il y a une boîte en fait, qui est leader en formation IA en France, qui s'appelle Mister IA. Avec qui on discute depuis un certain temps et l'objectif avec Mister IA et avec un groupe qui s'appelle les juristes de demain, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Bien sûr, voilà. je vois très bien qui c'est. En fait, c'est de lancer des formations vraiment pour les avocats. Parce qu'en fait, il y en a déjà, il y a Mathieu Bouillon qui en fait plein. Je sais. Donc, voilà. Mais avec un côté, si tu veux, parce que en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'avocats qui n'ont pas forcément connaissance de tous les outils. Là, on parle de la production juridique, mais on pourrait même parler en matière administrative. Les relances, la capacité de pouvoir gérer les prospects, le flux, etc. Et ça, tu l'utilises ? Bien sûr. Tu utilises quoi ? Bien sûr. Pour le coup, on a développé des trucs en interne. Exactement. Et c'est toi qui les as développés du coup. On a pris des gens pour le faire. Je ne sais pas développer ça tout seul. Non. Rappelle-toi, le mec est bien une star. entouré. Il passe 4 heures par week-end à faire de la prospection, de la communication, 4 heures pour faire le... 3 heures. 4 heures pour faire lire de la réglementation GPT. Non, je dois passer en moyenne, le week-end, je dois bosser une après-midi. Et puis dimanche soir, il dort en dehors de chez lui parce que sa femme, elle a plus de temps. T'as raison. Enfin, tu rigoles, tu crois pas si bien dire. Mais non, oui, c'est vrai que je bosse beaucoup. Mais bon, et en même temps, dans ce métier, je pense que tous ceux qui nous entendent, ils doivent dire moi aussi, enfin merci quoi. Oui, bien sûr, mais oui, mais on bosse tous beaucoup. Ce week-end, enfin on bosse justement, j'ai eu une discussion avec mon mari ce matin. Voilà. Tu travaillais dimanche matin. J'ai dit non, pourquoi je ne travaille pas le dimanche matin. Bon, bref. Ok, très bien. Donc, cabinet très axé. On va arriver pas loin de la fin de notre entretien. J'ai remarqué un truc. Je veux juste savoir si c'était une coquetterie ou si c'était... Coquetterie. Ouais, une coquetterie. Non, mais j'en sais rien. Je ne sais pas l'appeler autrement, peut-être. Mais je voulais te poser je vais te poser la question... Non. Juste, toi, tu es sur des métiers qui sont des métiers très techniques. Tu as le sentiment que avoir des clients sur des métiers qui ne sont pas mainstream, où les gens ne comprennent pas très bien, tu penses que la meilleure stratégie, c'est quoi ? Parce que ce que je veux dire, c'est que je pense que quand tu fais du droit du travail, c'est facile. Quand tu fais du droit... Alors, je ne dis pas que c'est... J'ai raccourci le propos parce qu'on arrive à la fin de notre entretien. Ouais, exactement. Je vais reprogrammer. Je dis, juste, on a quelques minutes là pour que tu puisses peut-être m'expliquer comment est-ce que c'est ta stratégie de communication ou comment tu as pensé ou réfléchi le cabinet pour avoir un propos et attirer des clients sur une matière très technique et très aride. Alors déjà, à la base, nous, donc c'est droit des startups et de nouvelles technologies, ce qui est finalement assez vaste, et ça reste toujours le cas. Après, ce que je crois, effectivement, c'est on est dans avec justement l'arrivée de l'IA & Co, on est de plus en plus dans une logique de spécialisation, presque parfois de surspécialisation, pour arriver vraiment à faire la différence. Moi, je me suis pas dit, il faut que je me spécialise, donc allez, on va aller sur tel ou tel domaine. La blockchain, je me suis intéressé depuis 2013, donc finalement, quand il y a
quand on a commencé à parler de ça avec le droit, finalement, c'était assez naturel pour moi. L'IA, c'est même encore avant. Donc finalement, j'y suis pas allé par opportunisme, j'y suis allé parce que j'étais vraiment intéressé par le sujet. Maintenant, pour répondre à ta question, je pense que plus c'est technique, plus on a besoin de rendre... de démocratiser, de rendre plus simple, ça, donc donc voilà, moi je me suis dit, ok, ces sujets sont des sujets complexes. Arides, je sais. L'IA, en même temps, ça touche tout le monde. L'IA, l'éthique, tu vois, le juridique, l'éthique, ça devient des sujets qui sont finalement presque mainstream, ce que tu disais. Mais en même temps, l'IA Act, c'est compliqué. Comment on fait pour le rendre... Le sujet devient mainstream, mais le juridique à côté est très aride. Je suis d'accord, mais on peut le rendre plus explicite. C'est pour ça que, par exemple, sur LinkedIn, je vais faire des guides, ce genre de choses, parce que je vais essayer de le rendre plus explicite, plus clair, je vais dire plus simple, mais en tout cas plus accessible. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, si tu veux, en faisant ce travail-là, c'est la meilleure façon d'être sûr qu'on maîtrise son sujet. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Parce qu'il n'y a pas plus, on va dire, meilleur test que celui de simplifier quelque chose. Si on n'est pas capable de le simplifier, c'est qu'à la base, on ne l'a pas forcément compris dans toutes ces dispositions. Tu vois. Et pour la coquetterie, c'était pour savoir si les avis Google, ça servait vraiment ou pas. Je dirais que ça sert, mais qu'il ne faut pas non plus en faire parole d'évangile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Qu'il y aura forcément des gens qui seront déçus pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Alors, si c'est des bonnes, du coup, c'est peut-être un travail aussi de t'améliorer et de te développer. Encore une fois, lieu commun, mais je pense qu'on ne le fait pas forcément toujours. Donc, il faut... Voilà. Et quand c'est pour des mauvaises raisons, juste parce que la personne n'est pas contente, parce que il y avait un délai qui n'était pas OK pour elle ou quoi que ce soit, j'ai envie de te dire, il faut lui répondre de manière polie et avancer. Après, oui, c'est sûr que si tu as 1 sur 5... non, mais vous, ça vous aide d'en avoir beaucoup, parce que vous en avez beaucoup. Est-ce que c'est un vecteur d'acquisition de clientèle ou moyen, finalement ? C'est difficile pour moi de te dire quel impact ça a, puisque je peux pas te dire qu'en tant que tel, c'est un argument. Quoi. Je pense que ça fait partie d'un faisceau d'indices d'une personne lorsqu'elle va taper le nom du cabinet. Quand on tape le nom de ton cabinet, par exemple, on va regarder, OK, donc quoi tu bosses, on va regarder ta page LinkedIn, et on va peut-être regarder aussi certains des avis. Donc ça fait partie d'une constellation de points de contact. C'est pas un truc, à mon avis, c'est pas un game changer, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut quand même prêter une petite attention. Et vous demandez à vos clients de faire des avis ou... Ouais, on l'a fait à un moment. Alors on le fait par période, on le fait pas systématiquement. On devrait d'ailleurs processualiser ça. Ça fait partie des process à mettre en place. Tu vois, on est sur plein de choses en même temps, mais effectivement, dans l'idée, on le fait par vague. C'est-à-dire quand à un moment on y pense, on va se dire OK, allez, on va demander à une vingtaine de clients de donner leur avis, et voilà. Ok. Arnaud, tu sais, on termine toutes nos interviews par les questions qui fâchent. Okay. La première question qui fâche, c'est la question politique. Si tu devais supprimer une règle du code de déontologie, ce serait laquelle ? Mais la déontologie, c'est très bien, ma chère Audrey, il faut rien supprimer. Non, mais attends, franchement, alors vraiment, avec Charlotte, on a eu toutes les réponses, donc tu peux y aller. Non, moi, celle que je trouve tu sais, tout à l'heure, j'évoquais le réseau. Ouais. Le fait de pouvoir faire du réseau, etc., de pouvoir développer avec des partenaires. C'est vrai que l'absence d'apport d'affaires potentiel entre professions réglementées et professions non réglementées, en fait, c'est problématique parce que ces partenaires, ils attendent lorsqu'ils envoient des dossiers qu'on leur reverse des commissions. On ne peut pas le faire. Et vice-versa du reste. Et donc, je trouve que ça, par rapport à la stratégie qui est de faire de l'avocat un peu l'épicentre que j'évoquais tout à l'heure, pour certains partenaires, ils en ont que faire, mais il y en a d'autres pour qui c'est un vrai problème. Parce qu'ils se disent, moi, je ne vais pas t'apporter, parce que si j'apporte à d'autres, je sais pas, à des legal tech ou à autre chose, eux, ils vont me reverser, donc pourquoi je vais le faire ? Donc oui, c'est bloquant. La question Gad Elmaleh, sur qui t'as copié ? Alors, tu m'as envoyé cette question, tu m'as dit réfléchir. Et en fait, honnêtement, je pense que j'ai jamais copié, mais par contre, je pense qu'on est évidemment inspiré. Oui, bien sûr. Beaucoup. Ça a inspiré. Et j'ai bien compris. En plus, Gad Elmaleh n'a jamais copié. C'est ce que j'allais te dire. Gad Elmaleh n'a jamais copié. J'ai pas osé te le dire. Je l'ai lu le truc, je me suis dit, putain, Gad, il a pourtant, voilà. Enfin, c'est vrai qu'il s'est lourdement inspiré de ce qui se fait aux États-Unis, mais il a son style. C'est pour rigoler. Il a sa manière de. Ouais, je sais. Il a son style, sa manière de faire. Mais non, pour répondre, c'est plus l'inspiration. Elle venait plus des entrepreneurs qu'on accompagnait.
que d'autres cabinets d'avocats. Ouais, Alexandra m'a dit exactement la même chose. C'est-à-dire que parce que à force de recevoir des entrepreneurs qui, je sais pas, alors est-ce que là tu vas me dire mais donne-moi un exemple. Je dirais que t'as pas assez réfléchi à ta question. Ouais, t'as raison. J'ai pas préparé mon truc, mais suffisamment. Mais non, il y a beaucoup d'entrepreneurs quand même qui processualisent énormément. C'est vrai. Énormément. Et moi, c'est vrai que quand, par exemple, j'avais mon pôle d'administratif il y a 2 ans et que je voyais qu'on était encore à devoir envoyer manuellement un mail de relance, un truc, un machin, et que l'autre, il utilisait Pipedrive et que tout était fait de manière automatique, etc., à un moment, je me suis dit, il faut quand même se mettre à la page. Tu vois. Donc voilà, donc c'est plus de l'inspiration que de la copie. Après, je suis admiratif de pas mal de cabinets d'avocats d'ailleurs qui font des trucs quand même assez ouf, mais pas au point de me dire il faut que je fasse un copycat, quoi. Tu vois. La question Steve Jobs, si tu devais donner 3 conseils à un avocat entrepreneur qui avait envie de se lancer, c'est dur de ne pas tomber dans le pathos sur cette question. Non, alors franchement, j'ai eu des gens brillants qui m'ont répondu des trucs brillants, donc je vais attendre de toi vraiment quelque chose de brillant. Pas de pression. Alors moi, je dirais un premier conseil. Encore une fois, c'est dur de ne pas tomber dans les lieux communs, mais un premier conseil, ça peut paraître d'une banalité absolue. Mais commence pas ton propos comme ça, on s'en fout. Ouais, mais si, comme ça, tu vois, comme ça, ceux qui m'écoutent derrière se diront ouais, mais en fait, c'est bon, ils nous avaient dit que c'était banal, donc ça va, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais le nombre de fois où on m'a dit fais pas un truc. Ah ouais. Le nombre de fois où on m'a dit non, ça va pas marcher. Non, mais laisse tomber. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu t'emmerdes ? Et LinkedIn, pourquoi LinkedIn ? Ça sert à rien LinkedIn. Ouais. Va dans fais les BNI, ils sont très bien d'ailleurs, fais machin, mais LinkedIn, il y a personne qui va sur LinkedIn. Voilà. Donc premier conseil. Ne pas forcément. Ça veut pas dire qu'il faut faire raquer sa tête et ne pas mais il y a un moment, c'est pas parce que des gens te disent qu'il faut. Enfin, si à chaque fois t'écoutes tout le monde, tu fais pas grand chose dans la life. Ouais, premier. Donc ça va, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Je sais pas, c'est brillant. C'est pas brillant, mais c'est bon de le rappeler. Tu vas faire une attaque comme ça en fin de podcast. Non, c'est bien. J'aime bien ce conseil. C'est un bon conseil. Le deuxième, mais encore une fois, très dur de pas tomber dans le pathos, mais pour le coup, c'est vrai, c'est la résilience. Putain, si t'es pas résilient, t'es mort. Parce qu'on est dans un métier qui est ultra compliqué. Mine de, tu vois, c'est très difficile. Il suffit de voir le nombre de personnes, le nombre de jeunes avocats qui sortent très rapidement et tout. Je veux dire, on ne parle même pas du nombre de jeunes qui arrêtent. Moi, je te parle dans nos amphis. Oui. Quand on était à la fac, plus de ça. Il y avait 3/4 des gens qui voulaient être avocats. Tout à fait. Je pense que c'est plus le cas du tout. Mais non, mais je te jure, ça fait 3 amphis que je fais de suite, différents amphis, il y a 4 personnes qui lèvent la main. Ah oui, d'accord. Donc c'est chaud. Ouais, tu vois, c'est... Ouais, donc c'est vraiment chaud. Bah voilà, donc je dirais résilience. C'est-à-dire, on sait qu'on est dans un métier qui est quand même aride. Du coup, tu parlais d'aridité. Là, pour le coup, c'est vraiment difficile. Et donc, je pense qu'il faut se dire qu'on part... c'est extrêmement plaisant sur plein de points, contentieux au conseil d'ailleurs, mais ça a énormément de qualité, mais c'est quand même pas... faut avoir les reins solides. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, tu m'as dit 3. Ouais, c'est vrai, je t'avais dit 3. Tu m'as dit 3. Non, je t'ai dit 3. Non, on est d'accord ou pas ? Tu voulais me voler le troisième ? Oui, je voulais te voler le troisième, j'avais oublié. Ok, troisième. Alors, peut-être un peu provocateur. Ah, vas-y. Mais j'assume. Ah, voilà, là, c'est la cerise sur le gâteau. Il fallait que ça arrive quand même, etc. Je pense que ceux qui se mettront pas à l'IA, en toute vraisemblance, ils disparaîtront. Voilà, je pense. De fait, c'est-à-dire que soit de manière voulue, soit, c'est-à-dire que ce sera soit un acte manqué, soit c'est le marché qui les écarteront, parce que je pense que, alors on nous explique systématiquement, non, mais en fait, c'est pas grave, l'IA, c'est juste pour la faible valeur ajoutée, et tout ce qui est à très haute valeur ajoutée, on continuera à le faire. En fait, ceux qui disent ça n'ont pas testé l'IA. En matière juridique, on peut faire des trucs exceptionnels. Donc évidemment qu'à ce stade, là, je suis pas en train de dire que une IA peut remplacer un avocat comme toi, une avocate comme toi très compétente sur des sujets, c'est pas mon point. Par contre, dans 1 an ou 2, je veux bien qu'on refasse le podcast. Ouais, je pense aussi. On en rediscutera. Voilà. Et donc, si tu te mets pas dedans, non, mais tu plonges. Je pense que non seulement tu as raison, mais du coup, ça pose vraiment la question de la formation des élèves, parce que ces mêmes élèves que j'avais en face de moi, tous les profs leur disent, mais c'est un vrai sujet, tous les profs leur disent, n'utilisez pas l'IA. Et en fait, je pense que les profs ont raison.
Parce que le truc, c'est que c'est la discussion qu'on avait eue. Ça dépend pourquoi tu l'utilises, Audrey. Si tu l'utilises juste par flemmardise, pour éviter d'avoir à toi-même travailler, oui, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, il faut être en mesure de l'apprivoiser. Oui, mais du coup, t'es quand même obligé d'apprendre. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on t'apprend à raisonner et ensuite tu utilises l'IA. C'est ça le truc. Tout à fait d'accord. C'est ça, je dis pas le contraire. Et ça, c'est un vrai... Oui, mais maintenant, et puis c'est vrai que, on va pas se mentir aussi, il n'y a pas besoin de parler d'IA. Il y a plein de gens qui n'ont plus les réflexes culture générale, et ça peut arriver moi le premier, simplement parce que c'est tellement facile. Google, quel est le truc, le machin. Même, regarde, fais un test avec tes enfants, ou même avec des proches, demande-leur les capitales. C'est terminé. Ouais. Plus personne connaît les capitales. Alors que pourquoi? Parce qu'ils disent moi, c'est bon, je m'en fous, j'ai pas besoin. Moi, j'apprends les capitales à les enfants. Moi, j'apprends les capitales à les enfants. Mais par contre, ton point est très juste. Par exemple, sur les. Enfin, moi, j'ai un sens d'orientation vraiment tout pourri. Ouais, moi aussi. Mais. Néanmoins, je pense que plus personne ne connaît Paris, ou les rues, Google parce que Google Maps, c'est bon, tu regardes plus. Je suis d'accord. Et donc, c'est vrai que l'IA, ça va être la paresse aussi pour beaucoup. Le premier, il n'y a pas de sujet là-dessus et qu'il faut être extrêmement vigilant. Et ce que je te disais pour finir là-dessus, c'est quoi? C'est que, parce qu'il faut qu'on bien sûr, c'est que, on va se faire jeter, on va parler d'IA dehors devant les 900 personnes qui vont te regarder devant ton sit-in, l'Allemagne, c'est ça, exactement. J'oublie pas. C'est qu'en fait, tous ceux qui rentrent dans ce métier, que ce soit comme juriste ou comme avocat, en fait, la réalité, c'est qu'il faut qu'ils se forment sur le juridique et que d'une certaine façon, ils ne disent pas que c'est l'IA qui va tout faire. Parce qu'à un moment, en fait, il faut qu'ils démontrent leur valeur ajoutée par rapport à l'IA. C'est ça le point. Non, sinon, ça sera très compliqué. Je suis complètement d'accord avec toi. Par ailleurs. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.